Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à bord de ce 5e épisode du réseau de mon réseau, le podcast qui voyage pour cette saison 2 au pays de l'ESS, économie sociale et solidaire. Comme cela a été le cas en 2023 lors de la première saison donc, ce 5e épisode marque des retrouvailles puisque mon invité précédent m'a orienté vers une personne qui fait déjà partie de mon réseau, et ce, depuis de nombreuses années. Mais un réseau un peu à distance, avec des rencontres ici ou là, par hasard, au fil du temps. Je suis donc évidemment ravi de trouver enfin un vrai temps pour me poser avec Clémence Ménard, mon invité donc de cet épisode. Clémence que vous allez découvrir à travers ce portrait radiophonique. Une chouette occasion pour moi d'en savoir plus également, puisque j'ai suivi ses aventures professionnelles de trop loin pour en comprendre réellement les tenants et aboutissants. Bonjour Clémence. Bonjour Vincent. Et merci de m'accueillir et d'accueillir les micros de Parole et compagnie chez toi, puisqu'on est chez toi, à Angers. Ouais. Je peux le dire. Tu peux le dire. Sans dévoiler, comme c'était le cas pour l'épisode de Françoise, plus de détails. Mais comme pour Françoise, nous sommes pas très loin d'une rivière qui coule. Point commun, et Françoise que tu connais, donc on aura sûrement l'occasion d'en parler. Françoise, pour les auditeurs auditrices qui n'auraient pas écouté son épisode, était l'invité de l'épisode 2 de cette saison 2. Je vais te laisser Clémence te présenter aux auditeurs et auditrices dans quelques instants, après avoir découvert, si tu es d'accord, ce qu'a dit Yann Bieusin à ton propos que tu pourras justement compléter à l'attention de celles et ceux qui ne te connaissent pas et surtout qui nous font le plaisir d'écouter notre entretien. Voici donc la voix de Yann, invité numéro 4 du réseau de mon réseau. Eh bien, la prochaine personne qui enregistrera avec toi et qui parlera à tes auditeurs d'ESS, c'est Clémence Ménard, qui pour moi est une femme brillante, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au moment où elle était en fondation de la coopérative d'activité et d'emploi OSE, qui est une CAE, donc axée sur les métiers de la culture. Et en fait, j'ai été assez bluffé de son approche et de sa pugnacité dans la construction de OSE. Et puis voilà, après c'est une personne très à l'écoute, qui sait, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de réseau, qui sait faire évoluer ses idées, qui sait faire cheminer ses pensées et qui sait construire avec les autres. Et voilà, et ça m'avait vraiment beaucoup plu de collaborer sur ce parcours, sur ce trajet qui a mené à la naissance de OSE. Coucou Clémence, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu ni pris le temps et j'espère que au travers du podcast que tu vas enregistrer avec Vincent, tu vas pouvoir nous rappeler un petit peu pourquoi on s'investit comme ça dans l'ESS. C'était Yann qui parlait de toi, donc comment est-ce que tu souhaites réagir à ce qu'il dit ? Merci Yann, vraiment ça me touche énormément. Je pense aussi que dans nos métiers en tant que pro, on se dit rarement ce qu'on pense les uns des autres. Et du coup, c'est super chouette. Je trouve que c'est une belle conclusion aussi de ces longues années. Enfin, c'est une conclusion. Je sais pas si c'est une conclusion, mais c'est la pugnacité. Je trouve que tu as mis un mot important, en tout cas, pour nos projets d'économie sociale et solidaire. En tout cas, de ce qu'il faut mettre pour porter des projets, des fois, qui sortent des sentiers battus. En tout cas, merci pour ça. Moi aussi, j'ai des super souvenirs de notre collaboration et ça fait plaisir que le temps nous laisse aussi des souvenirs positifs de collaboration et que c'est ça qui nous fait avancer aussi. En tout cas, c'est ça qui fait que la pugnacité était nourrie. Et alors Yann dit de toi que tu es capable de construire avec les autres. Donc ça tombe plutôt bien puisqu'on parle en effet de SS, économie sociale et solidaire. Et puis on va notamment évoquer ton parcours dans la CAE coopérative d'activité par l'emploi OSE. Alors non, c'est coopérative d'activité et d'emploi. Et d'emploi, pardon. Donc coopérative d'activité et d'emploi OSE, OZ, sur Angers et Nantes. Tu vas sûrement nous l'évoquer dans les éléments de ton parcours éclairant, qui viennent éclairer tes propos d'aujourd'hui. Et comment tu réagis à ça, sur ta capacité à construire avec les autres ? Alors, juste repréciser, c'est la coopérative, elle est sur les Pays de la Loire. Et il y a des bureaux à Angers, Nantes, Saint-Nazaire et il me semble maintenant en Vendée, depuis 1 an. Alors, je suis pas à jour sur Ouais, Rose, pas de problème. Merci pour ce complément. Très bien. Et sur la capacité à construire avec les autres, enfin, je sais pas comment l'exprimer, En tout cas, je viens du secteur culturel et j'ai l'impression que déjà, le moteur dans le secteur culturel, c'est de faire ensemble. Après, globalement, certainement, les gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, ce qu'ils ont envie, c'est aussi de travailler avec d'autres, de pas être seuls,
Et puis généralement, on vient sur des projets qui ont du sens. Du coup, pour moi, la question de faire ensemble, elle a une logique. Elle est logique, elle est nécessaire, elle est nourrissante. Et après, sur le faire ensemble, c'est pas seulement le fait d'avoir envie, c'est aussi apprendre à le faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup travaillé du coup dans la coopérative, parce que on était d'abord un projet de coopérative qu'on montait à 2 personnes qui n'étions pas les artistes qu'on allait accompagner, parce que c'est une SCOP, Société coopérative et participative, où le principe c'est une personne est égale une voix, on est sur une gouvernance partagée, où il y a vraiment l'objectif de faire ensemble et de prendre les décisions démocratiquement. Et faire démocratie, ça veut dire réfléchir à comment on le fait. On a peut-être l'impression aujourd'hui de savoir ce que c'est que la démocratie, et je pense que nous, en tout cas moi, j'avais vraiment cette envie d'expérimenter d'autres modèles de démocratie, en tout cas beaucoup plus réels, en tout cas beaucoup plus liés à une parole collective qui était écoutée et qui allait dans un sens commun. Et puis après, le fait de créer une structure qui était un peu atypique, ça nous obligeait de nous entourer, de faire comprendre ce qu'on était, d'aller se rapprocher aussi d'autres acteurs, d'aller partager aussi nos problématiques avec les gens qui avaient les mêmes que nous. Donc se faire ensemble, en fait, il était, cette capacité à collaborer, en tout cas, elle était vitale. Enfin, elle était nécessaire pour nous nourrir et parce que c'était important, parce que ça faisait partie du projet, mais aussi parce que sinon on n'aurait pas pu continuer à exister, et puis parce que le principe de la coopérative, c'est de faire venir des coopérateurs. Donc on avait besoin aussi, pour notre projet, d'apprendre ça. Et où est-ce qu'elle est née dans ton parcours de vie antérieur à la création de cette coopérative? Donc Ose, tu me l'as daté en 2015, puisque je t'ai demandé juste avant de commencer l'émission. Avant 2015, quels éléments de ton parcours peuvent venir éclairer cette capacité que tu as de construire avec les autres? Juste avant l'enregistrement, on s'est rappelé nos années fac, puisqu'on était à la fac ensemble il y a une toute petite vingtaine d'années, seulement 20 ans, et tu parlais d'un projet dont j'avais pas du tout souvenir, à Jean Villard, ici à Angers. Est-ce que on peut partir de ça éventuellement, et puis avoir quelques moments de ton parcours qui illustrent ça? Alors oui, j'avoue que c'est un peu anecdotique dans mon parcours professionnel, mais en tout cas c'est un début. À l'époque, donc on était à la fac ensemble, je faisais partie d'un collectif de jeunes qui organisait des tremplins musicaux dans une maison de quartier à Jean Villard à Angers. Et du coup, on faisait ça, je pense, 2 à 3 fois par an. On avait donc 3 groupes qui venaient en contest, essayer d'avoir le prix en tremplin, quoi. Et puis un groupe professionnel. Du coup, on était autonome sur l'organisation de ça. Donc ça, c'était un beau projet collectif déjà dès le départ. Et après, du coup, la dimension associative, elle était assez importante. Elle a toujours été assez importante parce que il y avait la formation théorique qu'on avait à la fac, et puis après comment nous on mettait ça en pratique. Après j'ai fait mes études à Avignon, j'avais 3 assos, on a organisé un festival semi-pro de clowns, on a monté un projet aussi sur l'interculturel, on est allé faire un trek au Népal. Enfin, ça nous a amené dans des choses qui n'étaient pas toujours sur la culture au sens art et culture qu'on voit, mais voilà, c'était des expériences qui étaient nourrissantes. Donc à Avignon j'ai fait un master en ingénierie culturelle, et puis après ça j'ai commencé aussi mon métier dans des projets aussi qui étaient un peu atypiques. Et l'objectif, c'était aussi de voir comment on expérimentait. Il y avait toujours cette dimension de lieu culturel, donc de lieu avec du public, du collectif, de l'expérimentation. Et je suis arrivée du coup à Paris dans un centre de création numérique où là, on testait la médiation numérique. On travaillait avec des enfants, avec de la robotique, avec des tablettes, avec beaucoup de participatifs, où des fois on allait croiser des questions de bien-être avec des œuvres numériques. Donc c'était vraiment un terrain d'expérimentation très chouette. Et puis du coup le numérique fait qu'on va beaucoup vers le parcours personnel. On pourrait dire aujourd'hui que les jeux vidéo c'est quelque chose de très individualiste, mais nous dans la médiation ça avait quelque chose quand même de très collectif, de très expérimental aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, mon parcours m'a amené à Poitiers, qui pour le coup est une ville qui était, je dis ça parce que je n'y suis plus, mais qui était assez inspirante en termes de coopération, et où les lieux, que ce soit la scène nationale, des lieux de formation professionnelle d'artistes et de danseurs, de musiciens et de danseurs, des centres, des MJC, etc., travaillaient tous ensemble sur des événements, et du coup allaient faire écho à leur programmation les uns les autres. Et donc, il y avait, moi, je coordonnais un festival de danse où, du coup, il y avait tous ces acteurs autour de la table et on se disait qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et du coup, moi, je trouvais ça super inspirant de se dire ah ouais, en fait, la culture, c'est ça. En fait, on fait culture collectivement. De se dire, là, on a envie de faire quelque chose autour de ça. Comment on va faire tous écho
à cette proposition. Et la ville, elle était... Enfin, moi, je trouvais que c'était vivant. Après, j'arrivais, je suis restée 2 ans à Poitiers. C'est pas... Je peux pas en dire... c'est comme ça partout. Mais en tout cas, c'était vraiment très inspirant. Et puis, en fait, la naissance de la coopérative, elle arrive à ce moment-là de mon parcours. Donc, je pars de Poitiers après plusieurs expériences très inspirantes à la scène nationale, dans un lieu de formation professionnelle des danseurs, etc. Et le réseau des coopératives d'activité d'emploi qui s'appelait à l'époque Coopérer pour entreprendre. Et 2 coopératives se disent on va essaimer un projet de coopérative culturelle. Donc en fait, je suis devenue une entrepreneuse recrutée. Ce qui est un peu bizarre dans ce parcours d'Ose, mais finalement, je ne suis pas... en tout cas, il y avait peut-être un travail de légitimité à faire au début de ce projet. Donc, j'ai fait une étude de préfiguration pour la coopérative, donc commanditée par ce réseau et puis ces 2 coopératives, une coopérative d'activité d'emploi à Angers et puis une coopérative culturelle qui était sur Saint-Nazaire, qui, pour le coup, ne portait pas les activités des entrepreneurs qui l'accompagnaient. Et donc, c'est avec mon collègue de cette coopérative-là à Saint-Nazaire, qui s'appelait Yves, donc avec Marc, on a monté cette coopérative en 2015, donc 1 an après l'étude de préfiguration. Et le travail d'étude de préfiguration, c'était déjà un premier travail presque d'étude de marché, de connaissance du territoire, et de se dire avec qui on va faire ce projet, est-ce que ça a vraiment du sens de le faire sur ce territoire ? Il y avait une volonté de la région, des gens qui nous soutenaient, que ça soit à dimension régionale aussi, parce que potentiellement, ça n'aurait pas marché sur un seul territoire, ce qui est, en tout cas, juste sur le Maine-et-Loire, ce qui paraît assez logique aujourd'hui. Et on voit que globalement, les associations culturelles, elles sont souvent à dimension régionale pour ces raisons-là, de viabilité, puis de taille critique en fait, d'acteurs à qui elles parlent. Et du coup, voilà, on a déposé nos statuts au greffe du tribunal de commerce le 30 mai 2015 à Angers. Et voilà, la coopérative s'est lancée à ce moment-là. Qu'est-ce que tu gardes de ces années à Ose ? Puisque tu n'y es plus, ça peut expliquer aux auditeurs auditrices. Enfin, tu n'en as plus la gestion ou co-gestion. Ouais. C'est comme ça qu'on disait, je me trompe pas. Alors j'ai été gérante, j'ai été co-directrice aussi. Ouais, j'ai eu à la fois des casquettes qui étaient plutôt sur la dimension administration, en tant qu'associée, et puis des casquettes plutôt en termes d'équipe. D'accord. Donc c'est bien, en tout cas ça c'est un gros travail à faire quand on est dans des projets coopératifs, de faire la différence entre sa casquette de salarié et sa casquette d'associé. Qu'est-ce que j'en retiens ? Déjà c'est quasiment 9 ans, c'est une grosse partie de mon parcours professionnel. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un terreau magnifique d'expérimentation, de rencontres, qu'on a fait des choses que je pense qu'il est difficile de faire dans d'autres types de structures. Je préciserai peut-être après des exemples de choses qu'on a pu faire. En tout cas, c'était un super laboratoire, et les coopératives d'activité d'emploi, et notamment Culture, sont des fabuleux laboratoires. Et moi, j'ai toujours été fascinée aussi par toutes les autres équipes des autres coopératives d'activité d'emploi, pour ce qu'elles mettaient en place, ce qu'elles créent en termes de projets collectifs, pour leur vision aussi du secteur culturel. Voilà, ça a été très inspirant. Donc ce côté très gros laboratoire. Et puis l'autre chose que je retiens, c'est que c'est des modèles qui sont très exigeants, qui sont pour moi en avance sur le monde en fait. C'est tellement, on passe tellement de temps aujourd'hui à juste expliquer ce qu'on est, pourquoi on le fait. Quand les entrepreneurs culturels disent je suis entrepreneur culturel, ah bon, mais entrepreneur culturel, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il y a vraiment, ça nous prend du temps. Alors que le sens de la coopérative au départ, il est se rassembler, ne pas être tout seul pour développer son projet. Il est faire du collectif autour de nos activités, en tout cas penser collectif et coopératif, porter une entreprise ensemble, mutualiser des fonctions administratives, mutualiser de l'accompagnement, mutualiser de la communication. Enfin, il a vraiment un sens en tout cas de se dire on crée un bien commun qu'on va porter ensemble et on va réfléchir collectivement sur comment on le fait évoluer. Donc ça, je trouve que, comme le disaient les autres en fait sur leur définition de l'ESS, pour moi c'est essentiel, c'est indispensable, et c'est important de remettre ça au centre. Mais c'est fatigant. Et aujourd'hui, on voit que dans le secteur, on a besoin que ça tourne, on a besoin qu'il y ait du relais, que les structures, elles reposent pas seulement sur des personnes. Sur des personnes qui au bout d'un moment sont fatiguées. Moi, je suis partie fin 2022 parce que j'avais besoin de passer le relais, et que du coup, ce soit d'autres personnes aussi qui prennent ce rôle à un moment de porter cette coopérative, ou de réussir à la faire plus porter collectivement. Et j'y suis revenue en tant qu'entrepreneur. Du coup, je trouvais quand même que ce modèle était vraiment inspirant pour venir développer mon activité. Alors, tu as parlé d'exemples.
Est-ce que de ces annéos, tu as un exemple, l'exemple qui vient vraiment illustrer la richesse de ce que ça a été en termes de rencontres, en termes de projets? Est-ce que tu aurais spontanément quelque chose qui te revient? Du coup, je vais d'abord commencer par les choses collectives qui ont été inspirantes dans la coopérative. Et je vais le faire même de manière chronologique parce que ça va m'aider à mieux m'en rappeler. En tout cas, dans un des premières choses et qui rejoint avec cette dimension du faire collectif dont tu parlais, dès le début de la coopérative, en fait, on s'est posé la question de la démocratie puisque au départ, on était 2 associés et l'objectif, c'était d'avoir d'autres entrepreneurs culturels du coup, de la coopérative qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et du coup, dès le début, on a pensé des moments qui s'appelaient des journées collectives, qui étaient des moments qui n'étaient pas autour de nos activités, qui n'étaient pas de l'accompagnement, mais qui étaient des moments de faire ensemble, de partage. Et ces moments-là, on a commencé à amener plein d'outils du faire ensemble, genre prendre de la décision en collectif, faire des forums ouverts, tester plein de choses sur comment on se connaît mieux, parce que pour coopérer, il faut d'abord se connaître. Et du coup, comment on amorce aussi des petits projets de collaboration, comment on se trouve nos points communs, etc. Et du coup, avec plein de méthodes d'intelligence collective, on a commencé à expérimenter ça. Et que du coup, ça soit la sorte de petites graines qui viennent qu'après, dans le sociétariat, on ait déjà des outils, on soit déjà éduqués au faire ensemble. Et ça, c'était pour moi hyper inspirant. C'est pas le cas dans toutes les CAE. C'était nous, en tout cas, pour des associés après qui sont arrivés, c'était aussi un vrai plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le sociétariat de Eauze, il est hyper dynamique, avec des gens hyper concernés, mais aussi qui s'écoutent. Et du coup, il y a vraiment une culture en fait de faire ensemble, de s'écouter, de prendre des décisions, etc. Et ça, moi, ça m'a empli le cœur de joie pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, je suis fière de ça. Et je crois que les associés le sont aussi. Donc ça, c'était la première chose. Et pour ça, on a eu des super entrepreneurs dans la coopérative que je peux nommer ou je ne sais pas. Mais en tout cas, dont Antoine Huchin, Séverine Huchin, qui était... Antoine qui est aujourd'hui au sein de l'IRESA, donc pour faire la boucle avec Simon, qui a été un moment... 1 de la saison 2. et qui a été ensuite à l'IRESA. Et on est resté coloc, mais en tout cas, quelqu'un de très inspirant aussi sur toutes ces démarches, sur la question de la gouvernance partagée... Et puis Séverine plutôt sur les dimensions outils d'intelligence collective, facilitation. Donc des gens qui ont beaucoup apporté et puis après qui ont infusé d'autres personnes l'objectif des journées, c'était aussi que chacun devienne co-organisateur de ce moment-là et donc arrive avec des idées même s'ils n'étaient pas formés à ça. Et du coup, il y avait cette dimension là qui fait écho pour les gens du secteur culturel, j'espère plus, au droit culturel, qui est une notion qui arrive aujourd'hui aussi, de se dire chacun peut arriver avec son regard, mais va tester, va proposer des choses et qui vont faire collectif, qui vont faire, on va faire du lien, on va créer notre petite société ensemble. Donc ça, c'était inspirant. Après, on a dans la partie accompagnement, puisque les coopératives d'activité d'emploi accompagnent à l'entrepreneuriat, on a développé cette dimension de comment on travaille un projet économique avec vraiment cette dimension de comment on intègre la coopération. Donc, dans tous nos parcours où on va travailler, études de marché, c'est quoi mon plan de financement, comment je me vends, quelle est ma rentabilité. Mais dans ça, il y avait toujours la question de comment on fait réseau, comment on fait collectif, comment on voit des enjeux avec cette dimension de faire ensemble. Et du coup, dans tout le parcours d'accompagnement que la coopérative développait à l'époque et continue, il me semble, en tout cas, il y a une recherche de comment on va explorer plein de champs qui vont nous permettre, nous, en tant qu'entrepreneurs, de réfléchir à des choses très concrètes, mais aussi à l'intelligence émotionnelle, à de la créativité, à d'autres aspects qui vont venir nous nourrir. Et du coup, dans ce cadre-là, on avait 2 choses que j'ai beaucoup aimées. Un qui existe toujours, qui s'appelle le Tube à essai, qui est un espace où les gens viennent tester leur projet sur 2 jours avec des outils du design thinking et qui vont vraiment venir construire des choses, mais avec le faire pour prototyper leur projet et que des gens viennent le tester. Donc il y a un côté aussi manuel qui vient apporter une autre approche sur le développement des projets entrepreneuriaux. Et puis un autre projet qui s'appelait les Labos, qu'on faisait dans des lieux culturels et où l'objectif c'était de faire des groupes inspirés un peu du co-développement où on venait présenter une problématique et le groupe allait la résoudre. Et sur plusieurs phases, on allait faire comme ça évoluer les projets et puis après les présenter devant un public, donc dans des lieux culturels avec des partenaires qui venaient aussi voir ce qui s'était fait. Donc ça, c'était des super formes. C'était vraiment ce côté laboratoire d'expérimentation où on allait se dire
de quoi on a besoin pour développer nos projets, d'en parler, de les tester, de les montrer, de rencontrer du public, d'avoir des partenaires. Et du coup, voilà. Et puis d'aller chercher aussi, de se dire, on est un réseau. Comment nous, chacun, en fait, on connaît des professionnels, on va leur parler, on va leur montrer en fait ce que font nos collègues. Et puis nous, de mieux savoir ce que ces gens-là font, ça fait qu'on va plus facilement avoir envie de travailler avec eux ou de créer des passerelles. Donc ça, c'était des choses super inspirantes sur ce qui s'est fait sur la partie accompagnement. Après, sur tous les projets de coopération qui sont créés dans la coopérative, ça, je pense que c'est toujours intéressant d'aller suivre ce que OSE fait. Et puis la dernière chose qui est aussi ce qui fait le lien avec ce que je fais maintenant, c'est qu'on a travaillé depuis des années, on accompagnait les entrepreneurs culturels sur des aspects entrepreneuriat, culture, économie sociale et solidaire. Et nous, on était vraiment une structure au croisement de tout ça. Et du coup, on développe une expertise de ce fait-là. Et au fur et à mesure, on a commencé à travailler avec d'autres acteurs, les pôles régionaux, le dispositif Trajet, la CRES, et quelques autres, sur comment on cartographie cet écosystème de l'entrepreneuriat culturel. Et on a créé du coup une cartographie, ça devait être 2021 ou 2022, il me semble, qu'elle est sortie. Et l'objectif, c'était de dire quels sont tous les acteurs sur des grands champs, genre comment je finance mon projet, comment je connais l'écosystème, comment je mutualise, et du coup d'identifier quels sont les acteurs clés sur la région, et que cette première étape nous permette après de se dire, nous, entre acteurs, on se connaît mieux, et en plus de ça, quels sont les trous dans la raquette, comment est-ce qu'on accompagne mieux les projets, etc. Du coup, c'était un projet collaboratif entre acteurs et partenaires de l'accompagnement. Et ça avait vraiment du sens. Enfin, nous, qu'est-ce qu'on gagnait à ça ? C'était de partager ce qu'on connaissait et puis de se dire surtout, mais comment ça va être encore plus intéressant de travailler ensemble ? C'est pas, on le fait parce qu'on se dit que c'est une perspective de derrière accompagner les projets, faire que le secteur culturel soit plus vivant, plus dynamique, etc. Ça, et ça, c'est mon projet perso, en tout cas mon projet perso. En tout cas, mon petit coup de cœur à moi personnellement, parce que ça m'a nourri et que ça fait le lien aussi avec ce que je fais maintenant. Et justement, que fais-tu maintenant ? Oui, je crée moi-même les transitions. Alors, du coup, aujourd'hui, je fais une activité qui va être une partie d'exploration et de prospective, une partie accompagnement des organisations pour des projets coopératifs et durables. Mon expertise, c'est l'expertise culturelle, mais j'accompagne des projets aussi dans l'économie sociale et solidaire plus largement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je fais de la prospective, là, notamment je fais une mission pour les Écosolis en tant que référente culture, où l'objectif, c'est, pour faire même le lien avec le travail de cartographie, de se dire dans ce moment compliqué pour les acteurs culturels, et sûrement de plus en plus compliqué malheureusement, comment on trouve des vecteurs pour accompagner le secteur qui vont passer par de la mutualisation, de la coopération, de la mise en réseau, de la formation. Donc là, aujourd'hui, je suis sur cette phase plutôt de finaliser un diagnostic et après, l'idée, ça sera accompagner ce travail de coopération, d'animation sur le territoire en partenariat avec les autres acteurs. Et après, mes autres missions, donc là, sur l'accompagnement, ça va être de l'accompagnement dans le cadre, par exemple, de dispositifs locaux d'accompagnement, DLA, qui sont des dispositifs pour les structures de l'ESS. Et puis, sinon, de l'animation de temps de travail collectif sur comment on fait ensemble, des moments de créativité, des moments de travail sur des sujets très précis. Donc voilà, une activité plus facilitation. Donc il y a vraiment ces trois axes-là, plus prospective, accompagnement et puis animation. Alors il me semble, dans tout ce que tu viens de dire, le temps passe vite dans l'émission et quand on cause, et je voudrais que le format dure au moins 1 heure pour avoir largement le temps de te poser plein de questions, donc c'est un peu frustrant comme exercice. Ça fait partie ça fait partie de l'exercice. Mais il me semble que tu dis déjà beaucoup de choses sur ta vision du réseau et également de l'ESS. Je te propose d'écouter Yann, donc l'invité précédent, Yann Biozan, qui parle justement de l'ESS, ça dure une petite minute. Je te laisse compléter avec ta définition à toi si tu veux bien. Et puis, puisqu'on est sur plutôt la fin de l'émission déjà, tu nous présenteras dans quelques instants la dernière personne vers laquelle tu m'envoies, puisque tu es la 5e et avant-dernière invitée de cette saison 2. On écoute Yann, je te laisse compléter sur l'ESS. Et voilà. Pour moi, l'ESS est intrinsèque à l'économie, tout simplement. Et c'est un peu ce que le propos de Cyril tout à l'heure. Ça devrait aller de soi en fait. Donc peut-être qu'on parle d'économie et pas forcément d'ESS et de dire que en fait l'ESS est devenu l'économie et peut-être
de parler de l'économie classique comme étant l'économie fossile, pour dire que ce monde est en train de vraiment changer. Et là, ce serait top. Ouais. Donc, vous êtes raccord à nouveau avec Cyril sur cette espérance pour un changement de paradigme, on pourrait dire, je pense. Oui, parce que bascule, quoi. on sait aujourd'hui qu'on passe dans une période de transition très forte, qu'elle soit écologique, sociale et économique. Et donc on peut appeler que de nos vœux le fait que on passe enfin à une économie de la sobriété et du coup qu'on soit sur des aspects de proximité, de sobriété et de rapport à l'humain en fait. Qu'est-ce que cela t'évoque à toi, Clémence ? Ça m'évoque que je suis d'accord avec Yann. T'as le droit de pas être d'accord. Non, je suis d'accord. Après, dans les différentes définitions de l'économie, il y a toujours de l'économie sociale et solidaire, il y a toujours la dimension d'économie. C'est pour ça que je m'étais préparé un petit nuage de mots, parce que je pense que c'est bien des fois de redire qu'est-ce que c'est l'ESS concrètement, sur des mots, mais aussi sur des types de structures, etc. Et je suis d'accord sur l'économie fossile, en tout cas sur le fait que l'économie sociale et solidaire, elle amène une biodiversité de la même manière qu'en environnement, on a besoin de biodiversité. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a besoin d'alternatives ou qu'on a besoin de les montrer, en fait, parce que ce qu'on montre, c'est que le capitalisme ou le néolibéralisme a invisibilisé toute cette diversité qui existe dans le secteur, dans l'ESS. Et c'est ça qui me semble indispensable, en tout cas. Du coup, je te partage mon petit nuage de mots. Grand plaisir. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, de nombreuses fois, j'ai dû dire qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire, et que des fois, en fait, dire des mots concrets, ça aide. Dans économie sociale et solidaire, il y a monnaie locale, il y a tiers-lieu, chantier d'insertion, ressourcerie, association, coopérative, épicerie solidaire, commerce équitable, agriculture bio, réciprocité, utilité sociale, coopération, mutualisation, commun, circuit court, solidarité, démocratie, initiative citoyenne. C'est un peu mélangé dans le fond, la forme, mais en tout cas, c'est pour dire, certainement tous, quelque part, on est dans l'économie sociale et solidaire, mais on le nomme pas toujours. Moi, je me suis pas toujours identifiée faisant partie de l'économie sociale et solidaire, comme le disait Cyril dans l'épisode numéro 3. Mais sûrement, voilà, on est tous, en tout cas, on la voit tous, elle est autour de nous et elle vient, alimenter cette biodiversité dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi l'enjeu, je me permets de rebondir et de compléter un tout petit peu de ce podcast. Donc moi j'ai parlé d'une enquête un petit peu au pays de l'ESS, avec un regard très naïf et très, très candide. Sûrement quelqu'un de plus aguerri poserait des questions plus précises et spécifiques. Mais mon enjeu, c'était d'essayer à ma manière d'amener un peu de... Alors visibilité, l'ESS n'a pas besoin de moi, mais une autre forme de visibilité et de lisibilité. Des fois j'aime bien jouer avec les mots, n'est-ce pas ? Mais comment rendre lisible, et là le nuage de mots, le listing que tu viens de faire, je le trouve très éclairant. En effet, j'avais pas pensé à tout ce que ça pouvait englober, et finalement ça englobe des centaines et des milliers de personnes sur un même territoire. À partir du moment où on coche l'une de ces cases où on est consommateur, je sais pas si on consomme-acteur, on peut encore jouer avec les mots là-dessus, mais d'aller en ressourcerie, c'est déjà venir nourrir l'économie sociale et solidaire, et c'est un grand mouvement, peut-être qu'on pourrait nommer, une alternative qui, à vous entendre, ne devrait pas en être une, ne devrait pas être une alternative, devrait être la base, comme on dit, c'est la base, quoi, ça devrait être la base. Et je trouve que c'est important, oui, de se rendre visible et lisible, et merci de participer au podcast aussi pour ça. Merci à toi Clémence, et puis aux personnes précédentes, et à la prochaine personne vers laquelle tu vas m'envoyer. La transition arrive, parce que je pense que c'est important d'entendre vos voix, d'entendre vos émotions, d'entendre votre parcours, et les personnes inspirées sont inspirantes, et les personnes passionnées sont passionnantes. Et en tout cas, moi, je me régale sur cette saison. Alors là, sur la saison précédente, évidemment, mais il n'y avait pas cette spécificité, de l'ESS. Mais je trouve que c'est vraiment super enrichissant. J'espère que c'est le cas aussi pour les auditeurs, auditrices. Et alors moi, je suis ravi de tout ce que vous donnez à entendre, quoi. Donc merci pour le partage. Si je te pose la question très simplement, pour toi, le réseau, c'est 2 points, et tu réponds en 3 mots. Ce serait quoi ? Ce serait joyeux, ce serait organique, et ce serait une énergie qui circule. J'ai un peu dérivé sur le 3 mots là.
Ça me va très bien. Je te laisserai bien élaborer un petit peu plus, mais du coup, le temps risque de nous manquer. Est-ce que tu peux nous parler de la personne F, si j'irais bien réciter mon alphabet, la 6e lettre de l'alphabet serait le F. Vers qui est-ce que tu envoies les micros du réseau de mon réseau pour le dernier épisode de cette saison 2 ? Qui as-tu choisi ? Alors j'ai choisi Aurélie Bézenval, que j'ai rencontrée par la coopérative Ose. Et on s'est rencontrés parce qu'on organisait un tour de table entre Osiens sur la question des politiques culturelles. Et puis chacun, on parlait de ce qui nous intéressait ou ce qui était au centre de nos préoccupations actuellement. Et Aurélie nous a partagé tout son travail autour des droits culturels, notion qui existe depuis de nombreuses années, mais moi j'ai découvert à ce moment-là, donc il y a 2 ou 3 ans. Elle commence à nous parler de cette question de la culture au sens anthropologique du terme, de la manière dont la culture, c'est pas seulement notre manière, voilà, de démocratisation culturelle, la manière dont on voit aujourd'hui la culture. Et du coup, elle a développé ça avec plein de choses. Enfin, voilà, suite à ça, moi, je suis allée lire plein de livres, je l'ai recroisée, on a échangé sur plein de choses, et j'ai eu l'impression que c'était comme, voilà, un moment, on voit, même quand on va voir on lit un livre, on rencontre une personne là qui nous crée l'envie d'aller être curieuse, d'aller explorer un nouveau champ. C'est comme si elle avait, voilà, créé, il y avait des broussailles, et puis là, elle m'a dit, tiens, tu peux passer par ce petit chemin-là aussi, tu vois, il y a plein de trucs super. Et c'est ce que j'ai fait, et en fait, ça m'a vraiment inspirée. Je pense qu'aujourd'hui même, je pense souvent à elle. Souvent même sur LinkedIn, je la suis parce qu'elle est passionnante. Elle a toujours plein de centres d'intérêt, voilà, ou de choses qu'elle va partager qui sont passionnants. Et du coup, je la remercie pour ça parce que ça fait partie des gens comme ça qui sont des petites lumières sur le chemin quand on avance et qui nous ouvrent aussi d'autres champs d'intérêt, voilà, qui aujourd'hui moi me passionnent et sur lesquels je continue à être en recherche aussi. Et du coup, pour moi, Aurélie, c'est une chercheuse. À la fois, elle est chercheuse et à la fois, elle est actrice sur le terrain en faisant des choses concrètes. Et pour ça, c'est quelqu'un de vraiment inspirant. Super, je suis ravi d'aller la rencontrer à Nantes. Est-ce que tu voudrais lui adresser un petit message direct, comme c'est la tradition dans cette saison 2 ? Ça marche plutôt bien, je trouve. Donc si tu veux bien, que peux-tu lui dire ? Et qu'est-ce que je vais te dire, Aurélie ? Je vais te dire que c'est un plaisir de te voir à chaque fois que je te croise et merci pour cette lumière là que tu m'apportes à ce moment-là. Et puis voilà, je continue sur ces chemins, ces moments de recherche aussi, jamais trop loin. Donc au plaisir de te voir bientôt et de croiser aussi nos projets. Est-ce que tu penses à des choses... Alors, tu avais préparé l'entretien, je vois que tu as une feuille sous les yeux pour tout dévoiler aux auditeurs, auditrices. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder encore, qui te semblent essentiels, ou est-ce qu'on laisse... Non, franchement, Ça va ? Ouais, il y a 1000 choses finalement, on pourrait parler de 1000 choses, c'était très bien. Moi, je commence à rêver d'organiser une grande table ronde. Juste d'organiser, puis après je vous laisse causer entre vous, mais avec les différents invités que vous êtes les uns les autres, je pense qu'il y aurait énormément d'éléments. Là, t'as nommé quelque chose, et si on avait le temps, je te questionnerais là-dessus. Un peu les limites aussi de l'ESS. T'as parlé tout à l'heure de fatigue, on parle beaucoup de fatigue militante, de burn-out militant, sans aller jusqu'au burn-out, mais en tout cas de la fatigue, et je pense que c'est des choses aussi qu'on doit aborder, qu'on doit pouvoir aborder pour pas se cacher derrière son petit doigt de l'énergie, de l'enthousiasme et dire c'est toujours formidable, c'est toujours facile parce qu'on est porté par des convictions fortes. Je pense que ce seraient des sujets très intéressants à aborder, peut-être dans d'autres espaces, d'autres lieux, d'autres temps. Comment est-ce qu'on te retrouve avant de rendre l'antenne dans quelques instants? Comment est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur LinkedIn. Très bien. C'est mon seul réseau social. L'autre réseau social, c'est en me voyant ou en me téléphonant. Voilà, j'aime beaucoup le monde réel et les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Et sinon, je serai au prochain forum Entreprendre dans la culture à Nantes, qui sera en mars prochain, il me semble, pour présenter cette mission que je fais pour les Écosolides en tant que référente culture, et puis aussi sur d'autres échanges, rendez-vous, voilà, à l'occasion de ce forum. Donc au plaisir de vous y croiser. En mars 2025. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Clémence. Je suis très heureux vraiment d'avoir partagé ce moment d'échange avec toi. Ça y est, on a eu notre moment d'échange qu'on aurait pu avoir plein de fois auparavant. C'était aujourd'hui. Trop bien. C'est un peu court, mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Pour moi, c'est un moment qui fait sens, ça c'est certain, et puis qui sera sans aucun doute inspirant à plein d'endroits pour celles et ceux qui nous ont fait le plaisir de l'écouter, qui l'ont découvert et qui, j'espère, ne manqueront pas éventuellement de le partager. N'hésitez pas à partager ces épisodes, parce que je pense que c'est important de rendre visible et lisible tous ces acteurs et toutes ces actrices de l'ESS, et puis voilà, tous ces gens qui agissent concrètement
quotidiennement sur le terrain. Pour ce qui nous concerne, nous, chers auditeurs, chères auditrices, rendez-vous très prochainement pour l'épisode 6, donc qui sera le dernier de cette saison 2. Merci de suivre nos aventures au pays de l'ESS. Clémence, je te laisse le mot de la fin et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et continuez à développer cette biodiversité où qu'elle soit. Merci Clémence, à bientôt. Merci. Une production Parole et compagnie.